Salut, c'est Zuma. Aujourd'hui, je vais t'emmener explorer un univers un peu particulier qui mélange technologie et les arts. On va s'attaquer à un sujet assez costaud, encore très méconnu, et qui pourrait potentiellement être une vraie révolution pour le monde de l'art, pour les artistes tout simplement, pour leur modèle économique, pour la façon dont on découvre et dont on soutient un artiste sur Internet. Bienvenue dans Hack the World, c'est parti. Alors aujourd'hui, on va étudier ce qu'on appelle les NFT. NFT, ça veut dire Non-Fungible Token. Donc en français, token non fongible. Alors pour faire simple, il faut imaginer que Internet depuis sa naissance fonctionne avec l'idée qu'on peut dupliquer la donnée. Donc quand j'envoie une image, un fichier à quelqu'un, je reste en sa possession, j'ai simplement copié ce fichier et puis je lui ai envoyé. Aujourd'hui, on a, grâce à la blockchain notamment, et surtout grâce à Bitcoin au départ, on a la possibilité d'envoyer quelque chose dont on n'a plus après la possession, on n'est plus propriétaire de cet objet à partir du moment où on l'a envoyé à quelqu'un. Alors techniquement, c'est une révolution, d'une part parce que ça permet en fait tout simplement envoyer de la valeur, quelque chose qui est unique à quelqu'un. Et ça, c'est ce qui a vraiment apporté Bitcoin. En réalité, c'est là que se trouve la vraie révolution. Ça marche effectivement pour envoyer de la monnaie, envoyer entre guillemets de l'argent ou de la valeur de façon directe, en pair à pair, et de manière très sécurisée. En 2017, on a vu apparaître une nouvelle plateforme qui s'appelait CryptoKitties, qui à l'époque a fait beaucoup de bruit dans le monde de la crypto. Pour une raison, c'est qu'en fait on pouvait tout simplement acheter des objets numériques, en l'occurrence des chats. Voilà à quoi ça ressemble. Alors pour ceux qui sont un peu vieux comme moi, ça vous fait peut-être penser à un délire un peu à la Tamagotchi ou des trucs un peu dans cet esprit graphique. Et donc en fait en décembre 2017 apparaît cette plateforme où on peut tout simplement trader des chats. Donc à la base c'est un artiste qui a créé ces premiers chats et qui les a déposés sur la blockchain, Ethereum en l'occurrence, avec un principe de contrat qui permet que, en fait, tout simplement, chaque chat a des propriétés uniques. Il a donc une valeur de rareté entre guillemets. Et ce qui est intéressant, c'est que on va pouvoir les échanger ensuite. Donc il y a des gens qui se mettent à se passionner pour le trading de chats. Je sais, cette histoire est complètement what the fuck. Et en fait, on a à ce moment-là une énorme effervescence autour de ces fameux CryptoKitties qui créent en réalité un vrai marché avec un volume, avec des échanges des transactions de chats tous les jours et un emballement complètement irraisonné autour du prix de ces chats. Donc par exemple, là je vais prendre un chat au hasard. Alors, je sais pas si on va voir le prix tout de suite, mais on va voir en fait quelque chose qui est très intéressant ici, c'est on va voir à la fois les parents de ce chat, c'est-à-dire que le premier chat peut tout simplement avoir été acheté, puis le propriétaire en achète un deuxième, il va pouvoir ensuite donner naissance à d'autres petits chats avec ses deux parents. En réalité, à ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe dans la tête des investisseurs ou des acheteurs de ces chats, c'est que ils se mettent à les trader comme on pourrait trader le dollar, l'euro, etc. Et surtout à investir dedans en se disant ça va prendre de la valeur. Pour le coup, ils n'ont pas complètement tort dans le sens où il y a une bulle qui se crée et où on voit le prix des chats vraiment exploser. Si je me trompe pas, il me semble que le chat le plus cher a été vendu 170 000 $. Donc autour de 2017, je pense que c'était à peu près en même temps que la bulle de décembre 2017. Aujourd'hui, le marché est quand même bien retombé, mais c'était la première fois qu'on entendait parler de ce dont on va parler aujourd'hui, c'est-à-dire des NFT. Alors qu'est-ce que c'est un NFT? Pour rentrer un peu plus dans le concret, en fait c'est ce qu'on appelle un smart contract, c'est-à-dire que c'est un contrat intelligent basé sur la blockchain Ethereum. Et en fait dans ce smart contract on va pouvoir donner des propriétés qui sont à mon sens passionnantes pour les objets numériques et artistiques au sens large. On va aller rapidement sur des exemples pour que vous compreniez un petit peu comment ça fonctionne. Je vais vous parler d'un ami à moi qui s'appelle Pascal Boyard,
qui est un artiste français, graffeur, qui peint principalement dans la rue, qui peint aussi sur toile, qui fait des œuvres que j'estime magnifiques. En fait, lui, il a décidé d'utiliser les NFT pour une particularité qui est propre au street art, c'est que en fait, faire une œuvre dans la rue, c'est éphémère, c'est la loi de la rue, donc elle est repassée, elle est effacée par les autorités pour certains cas. Et lui, il voulait offrir une seconde vie à ces œuvres-là, et puis accessoirement trouver un moyen de vivre de ça, sans dépendre d'une galerie, etc., ou des intermédiaires qu'on peut voir dans le monde de l'art. En fait, lui, sa démarche, ça a été de se dire, est-ce que je peux numériser ces œuvres-là et qu'elles aient une valeur? Et en fait, il s'est mis à créer donc le premier NFT que vous voyez ici, qui s'appelle Papa, c'est quoi l'argent? Que vous avez peut-être vu aux alentours du 104 à Paris. Et en fait, lui, il a décidé de déposer donc ces œuvres-là sous forme de NFT. Donc on voit qu'ici, sa fresque est tout simplement découpée en deux parties. Et en fait, tout simplement, il y a un contrat derrière, qui en l'occurrence est un ERC 721, qui sont en fait les premiers tokens NFT. Et en fait, tout simplement, lui, ça va lui permettre de vendre numériquement ces deux jetons, donc ces deux parties de l'œuvre, à des gens qui tout simplement ont envie d'acheter ou d'avoir la propriété de l'œuvre. Donc à ce moment-là, on se dit c'est un peu conceptuel parce qu'en réalité, j'ai la propriété de quoi? D'une œuvre numérique. Donc effectivement, il y a plein de gens qui vont entre guillemets se dire que ça n'a pas d'intérêt. Et pourtant, en fait, on retrouve ici quelque chose qui est vraiment propre au marché de l'art, qui est la notion de propriété d'une œuvre, soit pour un investissement, parce qu'effectivement il y a des traders, soit pour la passion et l'amour de l'art de posséder une collection. On verra un peu plus tard à quoi ça peut correspondre ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire d'une collection, et quel intérêt ça peut avoir dans les prochaines années. Donc ici vous avez la première fresque qu'il a pu faire, qui s'appelait Papa c'est quoi l'argent. Ensuite vous avez le Rembrandt qui a fait aussi son petit chemin sur internet, qui commence à être assez connu. On voit qu'il y a une référence encore au Bitcoin ici avec un QR code. Il faut savoir que Pascal se sert de ces œuvres-là, enfin du Bitcoin pardon, pour aussi financer ses œuvres. Donc il met toujours, ou en tout cas régulièrement, un QR code Bitcoin pour pouvoir recevoir des dons sans l'intermédiaire des banques et sans frais entre guillemets entre le donateur et lui. L'autre avantage de cette technique, c'est que potentiellement sur un Tipeee ou sur un PayPal, un artiste pourrait être censuré par un gouvernement ou par une start-up s'il a un propos un peu dérangeant. Il se trouve que sur le Bitcoin, à ce moment-là, le don est irréversible et que personne ne pourra lui retirer ces dons-là. Là, on voit sa deuxième œuvre qui s'appelle Delacroix versus BCE. Assez symbolique, toujours autour du rôle de la monnaie. On retrouve ici un peu le style de Pascal, entre classique revisité et puis un propos ou un questionnement toujours autour de la valeur de l'argent. Et puis ici, c'est là où je voulais en venir, on voit l'œuvre la plus entre guillemets connue de Pascal, et surtout celle qui va nous intéresser aujourd'hui, qui donne naissance en fait à 100 jetons, donc c'est entre guillemets une partie de l'œuvre à chaque fois, et sur laquelle on va avoir des propriétaires différents. Et donc ce qui est intéressant, c'est que pour lui, c'est une source de financement après une œuvre, où ici une centaine de passionnés a pu acheter différentes parties. En l'occurrence c'est un peu moins parce que certaines personnes ont acheté une grosse partie de la fresque, ou en tout cas plus d'un token. Et ici, en fait, ce qui se passe derrière, c'est qu'il y a un contrat qui va, sur la blockchain, permettre que l'artiste touche tout simplement des Ethereum à chaque vente de ce token. Et puis, on peut tout simplement ancrer dans le smart contract que, ensuite, à chaque revente, si le premier propriétaire commence à revendre des tokens, enfin des NFT, l'artiste peut aussi retoucher à nouveau une commission dessus. Donc à chaque vente entre les différents futurs propriétaires, on va avoir une commission qui est retouchée par l'artiste. C'est là où ça devient assez intéressant, puisque du coup on a un vrai investissement sur l'avenir entre guillemets, et on ne sait pas ce que ces œuvres peuvent devenir dans 10 ans.
On sait simplement que la propriété restera toujours à l'artiste originel, en tout cas en termes de signature. On saura toujours d'où vient l'œuvre, par qui elle a été déposée. Encore une fois, ça peut être de manière anonyme pour protéger l'artiste, mais en tout cas, il aura toujours de quoi prouver qu'il est bien l'auteur de cette œuvre-là. Et puis, accessoirement, toucher des commissions sur toutes les transactions qui seront liées à cette œuvre, ce qui en soi est plutôt pertinent. On va voir ensuite quelque chose qui est assez intéressant, c'est que en fait, une fois qu'une œuvre est déposée, elle va être sur différentes places de marché. Et ces places de marché, elles sont connectées à la blockchain. C'est-à-dire que si demain, bon là on va prendre l'exemple de OpenSea, qui est une des marketplaces de NFT qui est parmi les plus connues, puisqu'elle a l'un des plus gros volumes de transactions. En réalité, si ce site fermait, il n'y a aucun problème, puisque les œuvres ne sont pas déposées en tant que telles sur le site, elles sont sur la blockchain en tant que telle, et c'est simplement une manière d'accéder à ces œuvres. C'est comme si demain on avait un magasin. Ici en l'occurrence, ce magasin peut fermer, c'est pas du tout un problème puisque la blockchain reste décentralisée et accessible depuis de nombreuses interfaces. Et en l'occurrence, les œuvres ne seraient pas déprotégées, ou en tout cas ne seraient pas en danger si ces sites fermaient. Là on peut aller voir sur Rarible, qui est une des autres plateformes avec, je crois, l'un des plus grands nombres de NFT actuellement. On va regarder un petit peu le top pour vous montrer des exemples. Alors ici on a un propriétaire qui s'appelle Ivan Antek. Sur la gauche ici on peut voir tout le top des acheteurs ou des artistes, hein. Et puis bah là si on regarde, donc c'est la page artiste de Pranksy, qui du coup dépose toute forme de NFT. Il y en a des très simples jusqu'à des œuvres un peu plus complexes avec de la 3D, etc. Actuellement sur le marché des NFT, on voit vraiment toute forme de style, mais il y a souvent beaucoup de références à la culture crypto pop, je dirais, avec beaucoup de, vous voyez, par exemple, cette œuvre-là, elle fait référence à un visage qui est prétendument celui de Satoshi Nakamoto, l'inventeur de Bitcoin. Même si en l'occurrence on sait que c'est pas vrai, ce visage-là reste symboliquement associé à Satoshi. Et donc on voit beaucoup d'œuvres qui sont en lien avec le Bitcoin, avec la communauté Bitcoin et tout ce qui s'y rapporte. Beaucoup de mèmes, beaucoup de blagues et d'humour autour de cet univers-là. Et puis beaucoup de références effectivement à l'argent, au dollar, puisque on est ici sur des gens qui sont potentiellement plutôt initiés au monde de la crypto, et qui du coup remettent beaucoup en question la valeur du dollar, ou en tout cas le rôle de l'argent, de la monnaie émise par les banques centrales. Alors si vous voulez aller voir Rarible, les œuvres, et que ça vous intéresse, évidemment vous pouvez aller sur rarible.com. Ce qu'il faut comprendre en fait sur ces plateformes, c'est que il y a une façon d'interagir avec les NFT et avec les plateformes qui est complètement différente des usages que vous avez sur une plateforme classique centralisée. En fait, je sais pas si vous avez remarqué, sur ce site par exemple, il n'y a pas marqué login avec un email, avec votre petit avatar que vous pouvez avoir sur Facebook ou Gmail, etc. Ici, ce qu'on voit, c'est Connect Wallet. En fait, ce que permettent ces sites, c'est de tout simplement se connecter via un portefeuille. Donc ici, je vais utiliser MetaMask pour vous montrer l'exemple. MetaMask est un petit plugin qui s'ajoute à Google Chrome, Brave ou Firefox, et qui permet en fait de s'identifier sur différents sites avec directement un petit portefeuille de crypto-monnaies. Ici, en l'occurrence, c'est forcément un portefeuille Ethereum, et tout simplement vous allez pouvoir vous connecter directement avec ce compte là. Donc là en l'occurrence ça y est, je suis identifié avec mon wallet MetaMask, et donc si potentiellement je veux acheter une œuvre, j'ai pas besoin de me loguer, de rentrer un email ou quoi que ce soit, simplement je vais utiliser mon wallet, je vais pouvoir acheter, admettons que je veuille acheter cette œuvre.
Vous voyez en bas à droite, je peux acheter cette œuvre pour 0,15 Ethereum, ce qui représente environ 55 $. Je vais pouvoir l'acheter, faire une transaction donc en blockchain, sans avoir eu à me loguer, à donner une identité ou tout simplement à donner plus d'informations que cette simple adresse de wallet. Pour citer une troisième plateforme, histoire de ne pas rester sur deux seulement, vous avez également superrare.co qui est en train de préparer pas mal de projets différents autour des NFT. Je sais qu'il travaille actuellement aussi sur la version musique et la version média des NFT. C'est également une des places de marché où il y a le plus d'œuvres actuellement. Et alors pour finir, je voulais vous montrer une de mes dernières découvertes que j'ai trouvé super intéressante. Alors il y en a deux. La première, c'est celle que je trouve assez marrante. Ça s'appelle Decentraland. En fait, Decentraland, c'est comme si vous étiez dans un jeu assez traditionnel. Je sais pas si les fans de Minecraft vont voir un petit peu la référence que je vois aussi. C'est tout simplement un univers 3D dans lequel on peut évoluer en tant que joueur simplement avec son navigateur. Et là, encore une fois, je n'ai pas besoin de me loguer avec un login, un email, etc. Je vais pouvoir en fait interagir avec le monde virtuel simplement avec des transactions blockchain. Alors on se dit sur le principe ok, mais alors qu'est-ce que je peux faire dans ce monde? En fait, ce qui est assez passionnant, c'est que à chaque fois ce sont des projets open source, ce sont des projets où la communauté dirige le projet, et donc ça peut partir dans tous les sens. Ici, Decentraland, en fait, c'est vu comme un véritable monde dans lequel les gens peuvent à la fois se promener, interagir avec les autres joueurs, etc. Mais aussi acheter tout simplement des emplacements. Ici, on voit typiquement, là, je viens de tomber sur une œuvre. Alors, elle est signée, je le vois ici, Noik Norjo. A priori, ça doit être l'auteur de cette œuvre. Et en fait, on peut tout simplement évoluer dans un monde en 3D où on va découvrir des œuvres sur lesquelles on va pouvoir suivre, enfin remonter en tout cas la propriété de l'œuvre et tout simplement découvrir l'artiste. Et puis si on a un coup de cœur pour un artiste, on va pouvoir aussi faire des transactions avec cet artiste-là, lui acheter des œuvres, etc. Donc là, je suis tombé sur le Museum District à l'intérieur de Decentraland. Et ce qui est intéressant, c'est que si demain je veux acheter une partie de ces terres, je vais pouvoir acheter, par exemple, comme l'a fait ici cette personne, on a là un artiste, voilà, là je suis tombé sur une œuvre où j'ai Ignacio Rivas d'Argentine, et je peux découvrir son travail, je peux aller sur son Instagram, etc. Et puis tout simplement j'ai la possibilité de voir des œuvres en 3D de cet artiste-là au sein du monde. Là, je vais découvrir ici une autre partie avec un autre artiste. Alors, je sais pas si c'est le même artiste ou pas. Je vais revenir en arrière. Alors ça, je ne sais pas qui c'est. AIRC, je ne sais pas. J'ai pas de signature directement, mais voilà. Ici, je vais pouvoir voir des œuvres et me promener en fait comme je le ferais dans un musée classique. Ah, voilà. Ici, j'ai une fiche artiste. Donc là, je peux découvrir le travail de Josefina Bradbury, également d'Argentine. Donc voilà, en fait, ce qui est intéressant avec ce type de projet, c'est qu'on réinvente complètement le rapport à la fois la propriété des œuvres, on réinvente aussi l'accessibilité au musée ou à l'art de façon générale. Et puis on a quand même ce qu'on pourrait entre guillemets rechercher dans le street art, qui est l'accessibilité. On l'a, mais on a le moyen d'interagir avec les œuvres, avec les artistes, en soutenant tout simplement financièrement un artiste qu'on veut voir évoluer, etc. Et en fait, on se protège de tous les intermédiaires qui sont intermédiaires bancaires pour des transactions de vente d'art par exemple. On se protège également du monde des galeristes, du monde du marché de l'art
entre guillemets traditionnel qui peut tout simplement comporter des intermédiaires toxiques ou être très cloisonné à un milieu dont si on ne fait pas partie, on n'a tout simplement pas sa place. Donc c'est assez intéressant de voir évoluer ces différents projets. En l'occurrence, il faut savoir que dans Decentraland, il n'y a pas que de l'art, il y a aussi des gens qui... Là, je suis rentré dans la partie musée, mais il y a aussi des gens qui vont monter des business, qui vont acheter une boutique en ligne, tout simplement, un emplacement, en fait, pour pouvoir avoir une exposition. Donc je sais qu'il y a des marques qui sont en train de s'intéresser à ça pour tout simplement se positionner, imaginez un Starbucks, par exemple, ou... voilà, n'importe quel service pouvant livrer, etc. En fait, il y a des gens que ça peut intéresser d'avoir un stand ou un magasin à l'intérieur de ce type de monde, quoi. Donc voilà pour Decentraland. Le dernier que je voulais vous montrer, qui est ma dernière découverte du coup, parce que Decentraland est un peu plus ancien, c'est CryptoVoxel. Alors CryptoVoxel, c'est un petit peu le même principe, enfin c'est même totalement le même principe que Decentraland. Simplement, il est vraiment consacré à l'art et on va avoir un vrai univers assez bien foutu, avec des œuvres qui sont ajoutées très régulièrement, soit par les propriétaires, soit par les admins de CryptoVoxel, soit par les artistes eux-mêmes. Et en fait, on va pouvoir tout simplement parcourir différents mondes avec des œuvres complètement hallucinantes. Il y a vraiment de tout. Il y a beaucoup de digital art, avec effectivement des mèmes, des choses orientées très digitales et crypto-culture, je dirais. Mais on a également des artistes qui sont pas du tout digitaux, je dirais. Voilà ce que je cherchais. Vous allez retrouver ici, par exemple, ce dont je vous parlais tout à l'heure, qui est une œuvre de Pascal Boyard, qui du coup est affiché ici. Donc là je vais pouvoir tout simplement quand je découvre une œuvre cliquer dessus, voir instantanément ses propriétés, qui est l'artiste, etc. Je vais pouvoir, si je le souhaite, acheter une partie de cette œuvre si elle est disponible à la vente. Et puis tout simplement en soi l'accès, vous voyez là les gens de CryptoVoxel n'ont pas eu besoin d'autorisation de l'artiste, tout simplement ils ont sûrement acheté quelques tokens de cette œuvre, mais en l'occurrence on peut découvrir un très grand nombre d'artistes grâce à ce type de projet, et puis en soi soutenir après si on en a l'envie de posséder ces œuvres là, quoi. Je vais me promener encore quelques minutes dans CryptoVoxel. Et puis à l'occasion, j'essaierai de prendre contact avec les admins de CryptoVoxel pour qu'ils nous parlent un peu de ce projet et de comment il a évolué depuis le départ. Personnellement, je viens juste de le découvrir, mais je sais qu'il a un petit historique déjà et ça m'intéresserait de savoir comment le projet a démarré et comment il le voit évoluer dans les prochaines années. Voilà, j'espère que cet épisode un peu à l'arrache vous aura intéressé. N'hésitez pas à me faire des retours. J'ai pas beaucoup de temps en ce moment pour les Hack the World, donc je l'ai fait à l'instinct, sans montage, sans rien du tout. Mais n'hésitez pas à me dire si vous voulez que j'axe sur différents sujets, si je continue comme ça un petit peu à l'arrache. A très bientôt et hacker la planète. Salut Samouraï.